Bienvenue à tous et toutes au troisième espace d'innovation du réseau Matériaux Renouvelables Québec. Puis là, j'ai dit les règles déjà, fait que parfait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau Matériaux Renouvelables Québec, c'est un réseau d'innovation qui est financé par le FRQNT, donc le Fonds de recherche sur la nature et les technologies du Québec. C'est un réseau, donc on dit une plateforme d'échange qui va regrouper des chercheurs, des chercheuses, des collèges, des universités, donc des gens du milieu de la recherche, mais également des gens du milieu utilisateur des résultats de la recherche. Puis la mission du réseau, c'est de stimuler le processus d'innovation, le transfert technologique dans les domaines de la conception, la caractérisation, l'utilisation et la performance socio-environnementale des matériaux renouvelables au Québec. Les activités du réseau se subdivisent en 4 axes de recherche. D'abord, l'axe caractérisé, donc caractériser la matière première pour optimiser la production de matériaux renouvelables. Notre porteur d'axe ici aujourd'hui, c'est l'un des mentors et c'est Ahmed Kouba. Le second axe, c'est l'axe concevoir des produits, des systèmes et des bâtiments éco-responsables qui est porté par Véronique Landry. Le troisième axe, c'est valoriser des coproduits par une approche de bioraffinage. Notre porteur d'axe, c'est Jean-Michel Lavoie. Et puis, le quatrième axe, c'est d'analyser la relation entre les matériaux renouvelables et l'économie, l'environnement et la société. Et notre porteuse d'axe, c'est Maude Flamand-Hubert. Alors, le programme d'espace d'innovation, bien, on est rendu à notre troisième édition. On a plusieurs programmes au réseau, mais le programme d'espace d'innovation, j'aime dire que c'est notre programme chouchou. Donc, c'est un programme qui répond vraiment très bien à notre mission. En gros, pendant une semaine, on réunit une équipe multidisciplinaire qui va être formée de mentors et de participants étudiants. Les participants, ce sont eux qui travaillent là, toute la semaine de façon intensive sur le défi de recherche. Puis, les mentors sont là pour épauler, encadrer, suggérer des lectures et tout ça. Et le but, c'est d'arriver à trouver des solutions à un défi de recherche qui est ciblé, c'est ça, en une semaine, donc, en fait 5 jours pour être plus exact. Puis pourquoi ça répond bien à notre mission? Bien, ça permet de générer des nouvelles collaborations, ça permet l'innovation rapide, puis le défi de recherche va émaner des besoins des partenaires du milieu. Et enfin, ça permet aux étudiants de vivre une expérience qui est unique et enrichissante. Du moins, nous le pensons. Alors, je vous présente ici notre équipe de mentors. Comme vous pouvez voir, elle était très nombreuse pour cette édition-ci. C'était la plus nombreuse qu'on a eue jusqu'à présent. Elle était formée de Simon Barnabé, qui est professeur à l'UQTR, spécialiste en valorisation de la biomasse et bioraffinage. Jean-Philippe Jacques, qui est chez Innofibre, puis spécialisé en procédés et produits cellulosiques. Ensuite, Anne Scallen, qui est à la MRC de Charlevoix. Nancy Chabot, également à la MRC de Charlevoix. Kevin Pochon, qui est chez Québec International, conseiller en entreprise, secteur manufacturier. Patrice Mangin, pardon. Merci Mathieu, je te vois. Qui est à l'UQTR, spécialiste en génie des matériaux lignocellulosiques. Ensuite, Ahmed Kouba à l'UQAT, qui est en caractérisation de la ressource. Marie-Christine Allary, qui est partenaire du milieu de la CMQ, donc la Communauté métropolitaine de Québec, puis responsable de la gestion des matières résiduelles. Ensuite, on avait Marie-André Saint-Pierre, qui est à la MRC de Côte-de-Beaupré. Monica Breton, qui est à la SADC Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Puis un gros projet d'économie circulaire, et ainsi que Roxane Beaumont, qui est à la MRC de l'île d'Orléans. Et enfin, notre équipe d'étudiants acharnés, comme Simon les a qualifiés récemment, était formée de Riyad Mustafa, qui est étudiante à la maîtrise en ingénierie des matériaux renouvelables à l'UQAT, sous la direction d'Ahmed Kouba. Patricia Rioux, qui est étudiante à la maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques à l'Université de Sherbrooke. Ziang Li, étudiant doctorant en génie environnemental à l'Université Laval sous la direction de Rosa Galvez. Ensuite, Sarah Elaoui, étudiante à la maîtrise en ingénierie à l'UQAT sous la direction d'Ahmed Kouba. Mathieu Pomainville-Rassette,
qui est étudiant à la maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques à l'UQTR, sous la direction de Patrice Mangin. Ensuite, Asma Kwadja, qui est étudiante au doctorat en ingénierie des biomatériaux à l'UQAT, sous la direction d'Ahmed Kouba. Camille Venn, qui est étudiante à la maîtrise en sciences de l'énergie des matériaux de l'UQTR, sous la direction de Phiong Nguyen Tri. Éline Dura, qui était en fait... Donc ça, c'était nos participants étudiants. Puis on était deux en support pour la coordination. Donc Éline Dura, elle fait un doctorat en sciences forestières avec Nancy Gélina à l'Université Laval. Et puis moi-même, qui est la coordonnatrice du réseau Matériaux renouvelables Québec. Alors, petite mise en contexte. Pour vous expliquer pourquoi, en fait, on fait cet événement aujourd'hui, finalement, bien, la situation, c'est qu'il y a il y a beaucoup de fermes là, au Québec, puis celles-ci génèrent de grandes quantités de plastique agricole annuellement. Au total, ça serait 11 000 tonnes par année. Puis, de ce nombre, là, on voit la carte à droite, justement, là, de à peu près la répartition des tonnes de plastique qui sont générées annuellement. Puis, de ces plastiques-là, ce sont principalement des polyéthylènes de basse densité, surtout, en fait. Et on voit c'est ça, la répartition, puis que c'est ça, il y en a partout. Un des problèmes, c'est que ce sont des matières à courte durée de vie. Elles sont fortement contaminées. Puis, des plastiques agricoles, il y aurait environ 69 qui seraient associés à des plastiques d'ensilage, donc tout ce qui est pour la protection des cultures fourragères. Puis, seulement de 20 à 43 seraient recyclés. Donc, ça fait une très grande quantité de plastique qui est enfouie annuellement. Donc, un gros enjeu de valorisation ici. Un autre problème, c'est que les données n'ont pas été mises à jour récemment, donc on n'a pas vraiment un portrait de la situation qui est récent. Puis, il existe des efforts de récupération, mais ces efforts-là sont isolés et donc, il y aurait un besoin de centraliser tout ça. Et dernière chose, c'est que le Recyc Québec a sous son giron les plastiques agricoles pour mettre sous la responsabilité élargie du producteur, donc la REP. Puis, lorsque ce sera fait, ça veut dire que les producteurs de plastiques agricoles vont être responsables de la gestion en fin de vie des plastiques, d'où l'importance finalement de trouver des voies de valorisation. Donc, peut-être pour introduire notre sujet, là, on peut regarder d'une façon un peu plus large. En fait, ce problème-là, il appartient pas juste au Québec, c'est un problème qui est mondial. Puis si on regarde la situation, par exemple, en Europe, la moyenne de recyclage mécanique là, est à peu près à 23 %. Donc, c'est à peu près comme nous. Mais ce que je veux qu'on retienne de ça, c'est que l'efficacité à travers les différents pays d'Europe, elle varie fortement d'un pays à l'autre. Donc, il y a plusieurs pays qui ont des résultats qui sont similaires aux nôtres, en France, en Finlande, en Angleterre. C'est des taux de récupération de 20 à 30 %, mais il y a aussi des pays qui font mieux. L'Espagne qui recycle 57 % de ses films agricoles et le Danemark, avec une approche peut-être plus de valorisation énergétique, eux autres, ils arrivent quasiment à recycler 100 % de leurs films et vraiment une grande majorité de leur plastique. Donc, le défi de recherche qu'on nous a posé, c'est de trouver des débouchés au plastique agricole d'ensilage destinés au secteur agricole et de la construction, puis étudier en fait tous les défis techniques, logistiques, économiques, sociaux et environnementaux qui sont sous-jacents à ça. Et donc, il y a un gros défi, souvent on parle des débouchés, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est autant les débouchés que la logistique qui peuvent faire en sorte qu'on peut régler en grande partie les problèmes des résidus plastiques agricoles. Donc, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des étapes à évaluer pour déterminer la capacité d'un domaine d'activité stratégique d'une entreprise, dans le but, évidemment, d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc, ces étapes-là vont correspondre aux activités qui sont complexes, qui sont toutes imbriquées dans la transformation, de la récolte de la matière première jusqu'à la vente du produit fini. Dans notre contexte, donc au niveau du domaine agricole, on a identifié 4 grandes étapes, en commençant à la ferme, évidemment, où le déchet est généré, jusqu'à l'usine de production des produits finis identifiés. Donc, pour les visuels, on a un beau schéma ici qui trace le parcours du déchet plastique, d'abord à la ferme, comme on vient de le dire,
Ensuite, dans les centres de dépôt pour accumuler la matière qui est très volumineuse à cette étape-ci, puis là où on va la compresser pour maximiser l'efficacité du transport vers la prochaine étape. Ici, on propose un 100, entre parenthèses, on propose une centaine de centres de dépôt qui vont être dispersés à travers la province. Pourquoi autant de centres de dépôt? C'est parce que c'est un compromis qu'on a estimé pour minimiser la distance entre la ferme et le centre. Le déchet compressé, il va être ensuite encheminé au centre de pré-traitement où on va effectuer le lavage, la décontamination et les autres transformations. On va y revenir plus tard, inquiétez-vous pas, ça va être couvert plus en profondeur. Et on peut finalement acheminer le sous-produit dans plusieurs usines possibles pour la transformation vers le produit de vente. On remarque que, dépendamment du niveau de pureté après nettoyage et transformation, on peut aller cibler différents types de produits, comme les additifs de bitume et les matériaux composites en tout haut de la liste. Ensuite, avec un peu plus de purification, on peut aller faire des gaines pour les fils électriques, l'impression 3D et envoyer notre matériau vers la pyrolyse pour en faire une valorisation énergétique. Et finalement, si on peut changer la diapositive. Merci. Un point qui est à garder en tête, qui nous a aidé dans le choix de notre produit fini qu'on va vous présenter sous peu, c'est que de façon générale, plus on traite, plus on obtient un produit, oui, à grande valeur ajoutée, mais plus la dépense d'exploitation et la complexité logistique va augmenter. Donc, à garder en tête. Donc, maintenant, on va parler un peu de comment est-ce qu'on va passer une à une, chacune des étapes de la chaîne de valeur. Donc, la première, c'est la récolte à la ferme. Bon, quand on parle de récolte à la ferme, d'abord, il faut vraiment avoir une bonne communication avec les fermiers. Donc, il y a beaucoup d'appels et il y a eu une expérimentation de récolte de plastique agricole qui a été faite dans les Laurentides et ils ont pris au moins 1 mois, 2 mois à appeler beaucoup de fermiers. Il va falloir aussi faire de la formation. Dans le fond, quand on ramasse les plastiques agricoles, souvent les fermiers vont devoir découper une partie des plastiques qui est trop contaminée, qui a trop de terre dessus. Il y a un certain tri qui peut être fait. On ne peut pas mélanger toutes les couleurs ensemble, par exemple. Il y a des types spéciaux de sacs à utiliser pour mettre, dans le fond, les sacs d'ensilage. Il faut faire aussi du dépoussiérage des sacs. Tout ça va demander une récolte de données qui est assez importante. Donc, ces données-là peuvent venir autant des industries de plasturgie, par exemple, de vraiment savoir c'est quoi les propriétés des matériaux, des plastiques qui ont été utilisés. On peut aussi faire des tests de laboratoire, par exemple, Environex pourrait nous dire si les plastiques ont été contaminés. Donc, il y a plusieurs tests qui vont être faits et il va y avoir, dans le fond, au Québec, il y a 29 000 fermes. Donc, si on veut récolter une quantité importante pour des applications industrielles, il y a énormément de données à accumuler. Donc, peut-être une plateforme serait quelque chose à penser pour accumuler toutes ces données-là. Ensuite, pour revenir sur le projet des Laurentides, pour montrer un peu vraiment concrètement là, comment ça se fait une récolte, ce projet-là, il y a 70 agriculteurs qui ont participé. Dans la région, il y a à peu près 220 fermes, là, mais je ne sais pas exactement s'ils ont toutes autant de plastique les unes des autres. Et ils ont réussi à récolter 40 tonnes par année. Pendant la récolte, au fond, il y avait un camion qui passait avec 2 employés et il arrivait à récolter de 2 à 3,5 tonnes par jour. Le site de dépôt avait été offert par la municipalité, mais là, ce qu'il faut remarquer, là, c'est que le site de dépôt était très loin des fermes qu'on voit en vert ici. Donc, à 66 km, ce qui fait en sorte que ça prenait à peu près 45 minutes de se rendre. Le camion qui servait à voyager, dans le fond, le plastique, était en mesure de prendre 1 tonne par jour, 1 tonne par voyage. Donc, si on parle de 2 à 3,5 tonnes par jour, ça veut dire qu'il y avait à peu près 3 voyages qui se sont faits entre le site de dépôt et la zone agricole. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans une journée de 8 heures, il y avait à peu près 4 heures et demie qui a été employée juste pour faire le voyage du centre de dépôt à la zone agricole. Et quand on regarde les coûts que ça a coûté de cette récolte-là,
On peut évaluer que c'est entre 400 et 660 $ par tonne de plastique récolté. Donc là, il y a quand même une problématique qui est assez importante là, parce qu'à ce prix-là, c'est très, très dur de valoriser puis d'avoir un projet qui est rentable. Donc, on peut peut-être donner l'exemple de Portneuf, là, qui est une zone agricole qui est la plus grosse, le plus grand territoire agricole de la région de Québec. On trouve 420 fermes végétales, 302 fermes animales. Donc, il y a une très, très grande densité de fermes on peut le voir sur la carte. Et je pense qu'il est vraiment important de souligner qu'il faut choisir les bons endroits pour partir un projet de récupération de plastique. Et si on regarde, admettons, entre Neuville et Deschambault, on voit qu'il y a à peu près 38 km. Donc, s'il y avait un centre de dépôt qui était situé à peu près ici, on serait probablement, là, c'est une hypothèse qu'on pose, mais à moins de 20 km d'une centaine de tonnes de plastique. Donc, on pourrait réduire d'une façon assez significative les coûts de transport. Qu'est-ce qu'on entend par centre de dépôt? Le rôle, c'est vraiment d'avoir une presse qui va densifier la matière. On veut passer de 35 kg par mètre cube, là, ce qui est une très faible densité, à peu près 350 kg par mètre cube. Et donc, comme on a vu, si on veut s'assurer de garder, comment dire, une distance raisonnable entre les fermes et les centres de dépôt, on pense qu'il faudrait qu'il y ait à peu près par centre de dépôt de 25 à 75 fermes, ou comme on voyait ici, pour 40 tonnes, ben, on aurait eu besoin d'un seul site de dépôt. Donc, en tout, ça va demander beaucoup de centres de dépôt si on veut pouvoir récolter effectivement 6 000 tonnes de matière plastique. Aussi, dans ces centres de dépôt-là, il va falloir des containers pour placer, dans le fond, cette matière plastique-là. Donc, on pense qu'il faudrait au moins 3 containers là, qui puissent, une fois compactés, pouvoir prendre au moins 8 tonnes de plastique chaque. Donc, 2 containers permettraient à un camion de 16 tonnes, qui peut transporter 16 tonnes de matière plastique, de pouvoir les récupérer. Puis le troisième container, au fond, ça serait en attendant là, quand on ramasse de la matière. Il pourrait aussi y avoir certains pré-traitements qui seraient déjà faits dans les centres dépôts. Là, ma collègue Camille a trouvé, dans le fond, une invention là, qui a l'air assez intéressante pour simplement brosser les sacs d'ensilage pour s'assurer qu'il y ait moins de poussière dessus et déjà qu'il y ait un travail à faire parce qu'une fois que c'est compacté, des fois, la poussière est plus dure à enlever. Bon, sans centre de dépôt, là, ça paraît beaucoup. Peut-être qu'il y aurait moyen de réfléchir, est-ce que ces centres de dépôt-là ne pourraient pas avoir d'autres services? Est-ce que ça pourrait être lié à un centre de vente d'équipements agricoles, par exemple? Est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre d'autres types de plastique? On a pensé aussi que peut-être que de récolter des tiges de maïs, dans le fond, là, si on veut faire de l'économie circulaire, il va falloir tirer le maximum de nos matières premières. Donc, les tiges de maïs, c'est des matières premières qu'on peut revaloriser, mais il manque une chaîne de valeur pour le faire économiquement d'une façon viable. Donc, en les récoltant, après ça, on pourrait faire de l'éthanol ou différents produits, mais ça pourrait servir ces centres de dépôt-là à faire cette récolte-là. Et finalement, ben c'est ça, ça pourrait être vraiment un lieu de rassemblement, ces centres de dépôt-là, pour plusieurs projets. Donc, ça pourrait être intéressant. Pour le transport, bon, on a parlé que, dans le fond, au départ, pour aller chercher à la ferme, dans le fond, on fait des voyages de 1 tonne. Là, on passerait à des voyages de 16 tonnes. Donc là, c'est une approximation, là, mais on pense que des camions pourraient faire de 30 à 60 tonnes par jour et peut-être même plus. Et donc, les prix aussi, pour voyager la matière, une fois qu'on est rendu à 16 tonnes, là, ça peut réduire à moins de 25 $ par tonne. Une fois que c'est compacté, ça devient vraiment moins cher. Mais il faut réfléchir à la question des allers-retours. Donc, si le camion fait juste aller, je ne sais pas moi, de Québec à Bécancour, par exemple, ça y prend 1 heure. S'il doit prendre une autre heure pour revenir sur le site et qu'il ne transporte rien, bien là, au lieu de payer pour 400 voyages pour transporter ces 6 000 tonnes de matière plastique, il faudrait payer pour 800 voyages. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qui est possible de ramener d'autres matières agricoles, par exemple, ou d'autres choses.
Donc là, dans la chaîne des valeurs, on est rendu au centre de pré-traitement. Je vais expliquer un petit peu ce à quoi ça va servir le plus en détail. Donc, comme Mathieu vient de le mentionner, là, ce qu'on reçoit ici, ça va être de la matière plastique qui est un peu sale encore malgré les brosses, qui est contaminée aussi par certaines choses. Donc, on doit le nettoyer puis le revendre. Mais pour ce faire, on doit en premier le broyer. Donc, on arrive avec nos 16 tonnes, on les défait un petit peu, après ça, on les broie. Il y a certains procédés, il y a plusieurs procédés différents là, pour faire ça, là, humide ou sec, selon différentes technologies. Ensuite, on va amener le plastique broyé vers la zone de nettoyage. Puis ça, on le définit mieux plus loin, là, quel genre de nettoyage on peut faire. Ensuite, on va trier le plastique. Donc, ça prend certains séparateurs. On peut le faire par cyclone ou sinon, il y a d'autres technologies qui existent. Ensuite, on va extruder les pastilles. Ces pastilles-là, vu que c'est du plastique qui n'est pas nécessairement 100% pur, puis il peut avoir plusieurs provenances. Donc, on pourrait avoir LDPE, polyéthylène de basse densité, de haute densité, un petit peu de PVC puis du polypropylène. Donc, une fois que c'est trié, on pourrait peut-être éventuellement leur trouver d'autres utilités. Mais pour ça, on doit aussi les caractériser. Puis ça aussi, on n'en parle pas énormément plus loin, mais ces produits-là doivent être vraiment purifiés afin d'être revendus par la suite. Excusez, c'est à moi maintenant. OK, on a parlé vraiment pour les centres de pré-traitement, vraiment après le déchiquetage, l'étape la plus importante que se pose vraiment, c'est l'étape de nettoyage et tri des plastiques pour pouvoir après les extruder, les décontaminer ou les vendre aussi. Dans cette étape-là de nettoyage et tri, on a quand même rassemblé ici deux méthodes de nettoyage, l'une qui est conventionnelle puis utilisée par plusieurs industries de recyclage, qui est la méthode conventionnelle, quoi. C'était un nettoyage avec des moyens mécaniques dans des bassins d'eau, à l'aide des pales et tout. C'est quand même une méthode simple, utilisant uniquement de l'eau, et c'est un procédé qui peut être appliqué en batch, mais aussi ça va générer une grande quantité d'eau usée qu'on doit après les traiter. Puis ça n'arrive pas vraiment à enlever les contaminants incorporés dans les plastiques. Puis aussi, ça demande plusieurs modules ou des modules ajoutés dans la chaîne de traitement des plastiques. Avec les recherches, on a tombé sur une nouvelle méthode ou un processus qui peut vraiment assurer le nettoyage et le tri en même temps, qui sera vraiment bénéfique puisque ça va quand même réduire le nombre des étapes à faire. On parle vraiment des séparations des milieux denses ou les DMS. C'est quand même une méthode potentielle pour augmenter les capacités des procédés de recyclage des plastiques. Il s'agit d'une méthode standard pour préparer de nombreux déchets, puisqu'on savait vraiment que nos plastiques seront quand même sales et ça va contenir des impuretés. Ça permet la séparation ultérieure en éliminant les impuretés étrangères telles que les pierres, la saleté, s'il y a aussi des métaux incorporés, puis en séparant les plastiques selon le groupe des plastiques en fonction de leur densité. Il existe vraiment des méthodes qui sont par voie humide en utilisant des solutions d'eau et solvant pour changer la densité de milieu et comme ça jouer sur les densités des matériaux qu'on pouvait aller chercher, ou par voie sec en utilisant l'air en se basant sur les densités de matériaux comme j'ai déjà mentionné. L'avantage vraiment de cette méthode-là, c'est qu'on peut faire le nettoyage, les triages de tout type de matériaux seulement basse. On parle ici des plastiques, de tout type de plastique, en se basant sur leur granulométrie et leur densité. Puis, ça donne à la fin des produits de haute pureté, un bon rendement de récupération des plastiques. Il y a aussi la possibilité d'utiliser certains catalyseurs pour purifier le plastique et comme ça, on vient vraiment joindre plusieurs étapes en même temps. C'est comme le nettoyage, le triage et la décontamination dans un même processus. L'inconvénient de ça, c'est qu'on doit vraiment utiliser des solvants et une quantité d'eau qu'on doit après la traiter. Et puis, ça se peut que ça n'enlève pas les contaminants incorporés dans les plastiques
qui soit vraiment très, très décontaminé, très contaminé, excuse. On passe. OK. On peut voir ici vraiment dans l'image à gauche comme le cycle de nettoyage et tri utilisé par les industries conventionnelles. Nous, on vient vraiment, après le déchiquetage, incorporer le DMS que je viens de décrire maintenant, qui se présente schématiquement par l'image à droite. Mais l'avantage aussi ici qu'on pouvait mettre comme plusieurs cyclones en série. Comme ça, on peut aller vraiment chercher des métaux, même si leur densité est vraiment faible, et ça va nous permettre vraiment d'éliminer plus des impuretés des matériaux. Si vous pouvez vraiment voir dans les photos juste à droite que c'était vraiment une entreprise à l'Angleterre qui fait ça. Puis ça vient comme mettre vraiment des mélanges des plastiques de différentes sortes, même avec des métaux, des impuretés et tout à l'entrée de ces cyclones-là. Puis à la sortie, vous pouvez vraiment voir que les matériaux ont été bien vraiment séparés et d'une bonne qualité puis d'une bonne pureté. En fait, c'est ça, on parlait déjà de pureté qui est élevée jusqu'à 98%, puis une capacité de récupération de 90%. Pour le cyclone, ça s'appelle vraiment l'Arcodems. Il y a plusieurs versions sur le marché, puis la version ayant le diamètre le plus petit, c'est 300 mm à peu près, a une capacité de traiter 6 tonnes par heure de plastique. C'est une bonne quantité de plastique, quoi. Puis, on pouvait vraiment aller traiter des particules aussi petites que 0,5 mm et des petites différences de densité de 0,07 grammes par centimètre cube. OK, même si en utilisant vraiment le DMS comme étant une méthode de purification, mais parfois vraiment il y a des pesticides et des contaminants qu'on n'arrive pas vraiment à enlever à l'aide de cette méthode-là. Alors on a pensé vraiment pour des applications à haute valeur ajoutée comme les gaines électriques ou l'impression 3D, je crois aussi, on devrait avoir d'autres méthodes de décontamination. On a cité ici à peu près 3 méthodes globalement. Là, je vais passer. C'est comme on a les méthodes chimiques, c'est par solubilisation et précipitation. En fait, on vient vraiment dissoudre partiellement ou totalement les polymères, puis faire la précipitation pour avoir comme des nouveaux polymères purs. Sinon, on a aussi les mécanochimies à l'aide des ball mills. C'est un traitement de plastique par collision directe avec le matériau à l'aide des catalyseurs dans le but de retirer les composés halogénés. Ça, vraiment, ça nécessite un solvant, mais aussi c'est un procédé versatile qui ne coûte pas vraiment cher. Et il y a beaucoup de choix de catalyseurs sélectifs qu'on pouvait introduire dans le ball mills pour aller chercher n'importe quel type de contaminant. Quant à la CO2 supercritique, on a laissé vraiment cette option à la fin puisque on devrait vraiment faire cette technique-là seulement si on a besoin vraiment d'une grosse pureté de matériaux pour des applications spécifiques. C'est une méthode de séparation par variation de l'intensité de CO2 à l'état supercritique. Ça permet vraiment l'élimination sélective des contaminants, mais vraiment l'équipement, ça coûte très cher. Lorsqu'on parle de nettoyage et de décontamination, on est au courant que ça prend quand même un système de traitement des eaux. Pour le système de traitement des eaux concernant justement une usine de nettoyage de plastique ou c'est un emplacement où on nettoie le plastique, on sait qu'on va avoir des boues particulières à gérer. Donc, autrement dit, ce qu'on propose comme système généralement pour ces installations-là, c'est qu'on va traiter les boues normalement. Comme ici dans le schéma qu'on voit à gauche, c'est le traitement biologique de la ville de Victoriaville. Puis dans le fond, c'est tout simplement des bassins de décantation, une aération des boues, justement pour tout consommer les matières contaminantes. Mais ce qu'on va proposer pour le microplastique qui pourrait se générer dû au nettoyage, on va passer par une série de différents tamis
Puis les bouts de plastique qu'on va récupérer à partir de ça, eux, sont traitables par acide ou par solution alcaline ou par procédé bactériologique, microbiologique. Une chose qui est importante aussi à mentionner, c'est l'eau, ça reste un sujet sensible là, au niveau de l'environnement. Donc, ce qu'on pourrait proposer, c'est si les centres de pré-traitement sont placés dans un secteur plus industriel, il y aurait la possibilité de récupérer des eaux qui sont plus ou moins contaminées, qui sont peu contaminées pour faire un premier nettoyage du plastique si on utilise un système de nettoyage conventionnel. Puis sinon, si on a besoin d'un nettoyage supplémentaire, ensuite de prendre de l'eau qui est encore plus propre, voire peut-être potable. Donc, c'est les propositions pour le traitement des eaux. Oui, donc maintenant, à partir de toutes les informations qu'on avait là, puis avant d'aller vraiment dans les applications, on a voulu faire un bilan financier, essayer de voir combien ça coûte jusqu'ici, arriver à nettoyer tout ça. Donc, on a dû poser quelques hypothèses. C'est sûr qu'on a fait ça assez rapidement dans le temps qui nous était donné. Donc, ce n'est pas une analyse qui est très rigoureuse, mais c'est pour voir les tendances générales qui se dégagent. Donc, on a pris comme hypothèse qu'on allait être en mesure de mettre les centres de récolte à une courte distance des fermes, donc à moins de 30 km. On a pris l'hypothèse qu'il y aurait 100 centres de récolte ou de dépôt, 3 centres de pré-traitement, que le taux d'intérêt serait à peu près à 5 %, puis dépendant du type d'équipement, mais sur un exercice de 5 ou 10 ans. Et on a aussi posé l'hypothèse que les terrains allaient être offerts par la ville, mais pas tous les terrains. On a dit la moitié, on allait pouvoir avoir peut-être soit la ville allait les offrir, des coopératives agricoles pourraient aider, une location qui serait à rabais. Donc, on a réduit un peu le prix des terrains. Donc, on n'ira pas en détail dans tout le bilan financier qui a été fait, mais peut-être juste remarquer d'une première part, donc, le coût que ça prend pour traiter cette matière-là. Ça tourne autour de 500 $ jusqu'à 1145 $ dans un scénario pessimiste. Ce qu'on doit remarquer, c'est vraiment autant la récolte à la ferme et les incitatifs pour les fermiers, ça prend quand même une place importante, plus les centres de récolte. Donc, on voit que juste aller chercher cette matière-là, c'est plus que 50 % des coûts qu'on a à faire. Un autre gros secteur qui génère des gros coûts, c'est les opérateurs des centres de pré-traitement. Donc, si on regarde un peu plus précisément, la récolte, elle est vraiment très dispendieuse. Sans les centres de traitement, c'est entre 170 $ et 368 $ par tonne. Et là, on se fie là-dessus, on s'est fié sur les chiffres des Laurentides, mais on a, dans le fond, pris en compte que là, il n'y aurait pas 4h30 de transport qui serait comme perdu, mais que sur 8 heures, on récolte la matière. Donc, on n'est pas à 400 $ par tonne, on est à 170 $, mais ça reste que c'est dispendieux. Est-ce que les méthodes de récolte étaient les plus appropriées? Il y a vraiment une réflexion à se poser là-dessus. Est-ce que les villes pourraient financer, aider, parce que de toute façon, il va falloir les ramasser, ces plastiques-là, pour les enfouir. Est-ce que les incitatifs financiers aux fermiers, parce qu'au fond, les fermiers n'ont pas tant de déchets, c'est une demi-tonne par année, si ta tonne est à 160 $, ils doivent payer 80 $. Est-ce que le fait de toute la préparation pour les matières plastiques, est-ce que ça vaut la peine de recevoir 80 $ ou un certain incitatif de 40 $? C'est difficile à dire, mais il y a une grosse réflexion sur la récolte à faire avant d'aller plus loin dans n'importe quel projet. Le nombre de centres de récolte, là, on l'a mis à 100. Peut-être ça pourrait être moins, peut-être ça pourrait être plus. Il va falloir vraiment étudier ça. Comme on achète en grande quantité des équipements, tu as 100 centres de récolte, si tu achètes des containers, tu en as besoin de 3. Ça veut dire que tu as besoin de 300 containers. Donc, il va vraiment falloir que tu négocies tes prix et que tu négocies tes prêts pour avoir quelque chose d'avantageux, parce que si tu paies le gros prix, ça va être très dispendieux. Aussi, une des conclusions qu'on tire, c'est peut-être, là, on pensait 3 centres de pré-traitement, mais peut-être qu'un seul centre de pré-traitement serait correct parce que le transport après la compaction, ce n'est pas les gros coûts. Et aussi, dans le fond, il y a une dispersion d'expertise si tu as 3 centres de pré-traitement.
peut-être qu'au lieu d'avoir, là, on calculait 4 employés par centre de pré-traitement, il y en a 3, ça fait 12 employés. Peut-être un seul, on serait correct à 10. Donc, ça sauverait des coûts. Puis, bon, en fait, tu aurais besoin d'équipements de plus grande capacité. Donc, un centre, peut-être qu'il y aurait des facteurs d'échelle, mais ça reste à déterminer. Et tout ça, c'est très sommaire, là. Il y a beaucoup d'approfondissement à faire. Aussi, une autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a des partenariats industriels qui peuvent être faits pour réduire les coûts. Donc, il y a des industries qui ont des équipements qui sont inutilisés, par exemple, qui pourraient peut-être servir des barils de séchage, des cyclones, des pyrolyseurs, des chaudières à biomasse. Donc, ça, c'est à regarder parce que c'est toute une aventure si on veut être capable de récupérer quelque chose comme de 5 000 à 6 000 tonnes de matière plastique agricole. Il est aussi possible de trouver des entrepôts libres pour instaurer les centres de tri. Donc, les déchets de plastique constituent un défi environnemental important et croissant. En conséquence, il y a eu un intérêt accru pour le recyclage des déchets plastiques. Notre proposition de débouchage se base sur l'incorporation des déchets de plastique agricole dans le mélange d'asphalte. Donc, pendant un certain temps, la réutilisation primaire des plastiques recyclés par la construction était dans les bétons pour les travaux non structurels ou les produits de maçonnerie tels que les briques. Mais ces dernières années, le plastique recyclé a également été utilisé comme un diluant de granulats ou comme agent de modification du bitume dans les mélanges d'asphalte pour la construction de chaussées. Donc, cette modification du bitume offre également le potentiel d'améliorer les performances d'asphalte et par conséquent de la chaussée associée. Les solutions de chaussée durables et rentables présentent une opportunité importante de réduire le coût de la gestion des infrastructures et la réduction de la demande en ressources naturelles. Les grandes lignes sur lesquelles se base le choix de cette application, ce sont l'exploitation de manière productive des déchets plastiques agricoles, la réduction de coûts de la construction et de l'entretien de nouvelles routes et l'augmentation de la résistance et la durabilité de routes locales. Le contexte d'utilisation de plastique recyclé existe déjà. D'ailleurs, de nombreux pays ont maintenant signalé l'utilisation de plastique recyclé dans la production d'asphalte. Par exemple, à Vancouver, en 2012, a incorporé des déchets de bouteilles de plastique comme additifs d'asphalte. Selon eux, chaque kilomètre de route peut détourner l'équivalence de 2,6 millions de sacs en plastique. Rotterdam a annoncé un plan de production de planches en plastique recyclé en 2015. L'Inde a signalé une réduction de l'utilisation du bitume de 7% en mélangeant de plastique recyclé déchiqueté dans la production d'asphalte. L'entreprise néerlandaise créait un mélange de plastique avec l'asphalte appelé bitume polymérisé, d'où la proportion des déchets de plastique est de 8 tonnes pour 100 tonnes de bitume. Donc, l'entreprise a entre-temps déjà construit plus que 1200 km de route et a utilisé à cet effet 3500 tonnes de déchets plastiques. Un essai à grande échelle de l'asphalte fabriqué avec du plastique recyclé incorporé dans l'alliant bitumineux a été mené à l'aéroport international en Nouvelle-Zélande. Ils ont posé environ 250 tonnes de mélange d'asphalte en utilisant 3100 conteneurs d'huile en plastique. En Saudi Arabie, on étudiait l'effet de déchets plastiques recyclés de PP, de polyéthylène à basse densité à haute densité sur la performance de mélange d'asphalte qui a prouvé une amélioration de ses propriétés. Et on termine par la Grande-Bretagne où une entreprise qui s'occupe de ce type de projet a mentionné qu'avec chaque kilomètre de route posé avec leurs produits, un poids équivalent de 740 000 sacs en plastique est utilisé. Yab va nous donner une explication de plus à propos des enrobés bitumineux. Voilà, donc c'est à mon tour. Next. Voilà, donc l'asphalte, en fait, c'est l'appellation le mieux connue, mais l'appellation francophone technique, on les appelle des enrobés bitumineux. Donc, les enrobés bitumineux forment la très grande majorité des réseaux routiers revêtus du Québec. En fait, un enrobé, c'est composé d'environ
95 de granulats et des 5% des bitumes. Donc, les granulats ont des dimensions variables, de 0 à 20 mm. On parle ici de sable, de gravier ou, dans certains cas, des enrobés déjà recyclés. Les bitumes ici jouent le rôle d'un liant, d'où l'idée d'incorporer des plastiques qui peuvent jouer aussi le rôle d'un liant une fois fondus puis refroidis. Donc, on vise à inciter les industries des enrobés à incorporer jusqu'à 8% de plastique recyclé. Mais, next, voilà, la question ici, c'est quoi la motivation d'incorporer ces déchets dans l'asphalte? En fait, au Québec, il y en aura environ 450 000 tonnes de bitume annuellement qui sont destinées à la construction routière. Et cette demande augmente chaque année. En plus, au Québec, il y a un fournisseur principal du bitume qui est à Montréal, Syncor Énergie, c'est anciennement Petro-Canada, pour combler les besoins en bitume de 182 usines d'enrobés. Les usines d'enrobés sont réparties partout au Québec et le ministère des Transports de Québec utilise 35% de cette production annuelle pour la construction routière. Donc, cette demande aussi pour les enrobés augmente. Voilà, oui, elle augmente. Dans une estimation faite par le ministère des Transports d'ici 2030, on va avoir 23 millions de véhicules dont le besoin d'enrober plus de routes. Donc, en tant que des impacts environnementaux, on aura la diminution de taux des déchets de plastique agricole dans l'environnement. Le polyéthylène est le plastique primaire qui pourrait être incorporé en toute sécurité dans le mélange d'asphalte en raison de son point de fusion faible. Le PP peut être un deuxième candidat, donc en prévu aucun effet indésirable n'a été détecté en ce qui concerne la génération de fumée toxique. Des résultats mécaniques sont pris auprès de récentes recherches. Donc, on remarque une amélioration de la résilience de l'asphalte modifiée avec le PP et le LDPE et le HDPE. Une modification du bitume avec l'incorporation de LDPE a eu un effet beaucoup plus important sur la rigidité du mélange d'asphalte. La résistance à la fatigue du mélange modifié avec le plastique recyclé était supérieure à celle du mélange non modifié. Et puis, une étude explique les avantages associés à la modification de plastique recyclé de mélange d'asphalte qui a été quantifié. Ils ont en fait quantifié de deux façons. Initialement, ils ont remarqué une réduction de l'épaisseur de la chaussée pour obtenir la même durée de vie pour deux types de routes. Par la suite, la durée de vie théorique de la structure a été calculée pour une structure de chaussée qui a été conservée à l'épaisseur requise à l'origine. D'où on peut conclure que l'amélioration de la durée de vie de ce route est la diminution de l'épaisseur de la chaussée. Donc, Lia va nous expliquer maintenant le plan de match. Oui, donc c'est quoi notre plan de match pour ces enrobés? Donc, comme mes collègues ils ont déjà expliqué, que notre produit final, ça va être soit les pellets de plastique extrudés ou si on veut aller plus loin, on peut broyer ces pellets pour avoir des poudres. Donc, plus on diminue les grains de nos pellets, plus on augmente le prix de notre produit et on augmente la valeur et la qualité. Donc, c'est ça, mais l'étape la plus importante, si on vise à incorporer notre produit dans le marché des enrobés, c'est de focaliser sur la recherche et développement pour vraiment avoir une idée sur la qualité de notre produit, avoir les avantages qu'il va apporter aux enrobés et au marché des enrobés. Et puis, on peut même proposer des pistes d'amélioration des qualités des enrobés par l'ajout de quelques additifs ou de charges pour finir par commercialiser à la fin notre produit. Next. Voilà. Mais pour ne pas vraiment aller trop loin dans la recherche, il va être dirigé. Donc, on vise juste les enrobés de surface.
c'est la couche de roulement qui est en contact direct avec le véhicule. En plus, les propriétés, ils varient en fonction de granulométrie différentes composantes. Des classes des bitumes, ils sont de différentes classes et de diverses proportions granulat-bitume. Mais au Québec, on divise la zone en 3 zones. En fait, ça dépend du climat. Donc, pour chaque zone, on utilise un type bien précis pour le bitume. Donc, ça reste à calculer le nombre de routes à enrober en fonction des zones pour vraiment choisir quel type de bitume on peut utiliser dans nos recherches. Donc, c'est ça, notre recherche. Next. Donc, c'est ça, le lien directif de notre recherche, c'est de voir l'effet de notre produit dans un mélange d'enrobé à la base du bitume. On peut peut-être viser les bitumes de classe PG58N34. C'est destiné pour la zone 2. On doit voir la résistance à la déformation, la résistance à la fracture, les C-Marshalls qui sont connus dans le domaine du génie civil, la ténacité, la résistance à la humidité, vraiment plusieurs essais à faire pour vraiment qualifier notre produit. Puis, on doit aussi faire des comparaisons au niveau des méthodes des malaxages. Donc, soit on veut aller avec le wet mixing ou avec le dry mixing. Ça, pour vraiment avoir une fiche technique bien précise et respecter les règlements qui sont imposés par plusieurs normes. Donc, au niveau de réglementation, en bref, pour utiliser asphalt plastique, il n'y a aucun règlement qui nous empêche de l'utiliser. À part de ça, il faut, quand on a le produit final, il faut absolument respecter la norme 4101 bitume du ministère des Transports du Québec. Cette norme qui est une norme de caractériser la performance. La performance est aussi pour contrôler la qualité d'asphalte. Donc, c'est quoi exactement cette norme qui est une norme de classifier différents types d'asphalte comme le type de PG58H-34L. C'est un asphalte qui est plus courant utilisé sur le réseau québécois, comme dans la zone 2, dans la slide précédente, on a déjà discuté. Donc, pour faire comprendre c'est quoi exactement ce type de classement, on est allé plus loin ensuite. Donc, c'est un classement d'après la température de test. Donc, 58, ça veut dire que dans la température de 58 degrés Celsius, la performance de asphalte qui est toujours consistante. Et ensuite, à la température plus bas, par exemple, de moins 24 degrés Celsius, la performance de asphalte ne changera pas. Donc, les deux températures, c'est une échelle de température qu'on pourrait utiliser l'asphalte en bref. Ensuite. Donc, dans la norme de 4101 bitume du MTQ, il y a d'autres types de réglementations. Il faut faire attention. Par exemple, le ASTM des 71, 73, c'est une norme pour la stabilité au stockage du produit d'asphalte. Il y a une autre norme de ISO 9001 de système de management de la qualité. Cette norme, c'est plutôt pour la manufacture. Donc, les règlements, on a parlé tantôt, ce sont les règlements, on dirait, visibles pour appliquer le produit et aussi pour voir la faisabilité de cette piste. Mais il y a aussi des règlements cachés qui seraient liés avec ce produit
asphalte plastique, on dirait ça, c'est l'enjeu associé à l'utilisation. Donc, par exemple, dans la plastique, c'est possible qu'il y a certains types de polluants qui pourraient sortir. Par exemple, des polluants organiques comme toluène, benzène, HAP. HAP, c'est hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui est toxique. Il y a aussi des autres polluants comme chlore. Il faut faire attention aussi parce que c'est important pour la santé et la sécurité des travailleurs de routière. Et aussi, il y a des personnes comme Xing et Tamen en 2019 qui a indiqué que le problème de microplastique, il faut faire attention en appliquant ce type d'asphalte. Donc, dans ce cas-là, on allait chercher un peu plus loin. On trouve que peut-être les deux règlements, le règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec, et aussi la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, les deux règlements peuvent être peut-être applicables au futur pour le projet. Donc, ce écran, c'est un snapshot de ce règlement qu'on a parlé tantôt. Mais malgré tous les risques potentiels, on est pas mal positif pour l'application de ce type de produit de l'asphalte plastique parce que d'après la littérature, on sait qu'il n'y a aucune affaire défavorable à observer pour les plastiques recyclés. Et aussi le PE, qui est la majorité de plastique agricole, qui est le plastique primaire, pourrait être incorporé en toute sécurité dans les mélanges d'asphalte. Donc, de retour avec nos finances, là, ma coéquipière Riab vous l'a bien décrit tout à l'heure, on a une grande demande à combler. En kilométrage de route à faire, en quantité de bitume pour le faire, mais aussi et surtout au niveau des dépenses que ça va engendrer, même juste au niveau du bitume, et pas de l'enrobage bitumineux et ni du mélange d'asphalte, mais bien au niveau du bitume. Puis les conditions financières pour combler la demande, ils comprennent évidemment de s'assurer une clientèle et aussi de s'assurer que le projet reste viable par génération de capital suffisant. Donc, pour évaluer ces deux questions-là, on va regarder notre bilan financier et pour la production justement de l'additif. On représente ici une dépense d'investissement en capital de 8,3 millions de dollars et des dépenses d'exploitation de 3,3 millions de dollars par année. On observe aussi un coût de production par tonne d'additifs recyclés qui va varier de 550 à 700 dollars, un peu plus, même si c'est un peu sous-estimé, dépendamment de nos hypothèses économiques que Mathieu vous a présentées, donc les deux scénarios pessimistes et optimistes. En vendant donc notre produit à un prix de vente 5 % supérieur au coût de production, on pourrait observer aussi un retour sur investissement de 5 ans. Mais, prochaine diapositive, qu'est-ce que ces chiffres-là nous indiquent? Est-ce qu'on peut s'assurer une clientèle chez nos manufacturiers d'asphalte? Et la réponse est oui, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voyez-vous, au niveau des quantités, le bitume est vraiment minime dans la production. Là. On parle de 5 % massique du revêtement bitumineux qui, lui, représente 16 % volumique du mélange d'asphalte. Puis pour ce petit volume-là, on ne peut remplacer que 8 % du bitume traditionnel par notre alternative plastique selon la réglementation qui est en vigueur, qui a été présentée par ZI. Mais ces petites quantités de bitume-là, elles représentent 22,5 % du coût total de la structure de la chaussée. Puis on parle de 576 à 737 $ par tonne, dépendamment des grades de bitume utilisés. Puis ça, ce sont des chiffres de Bitume Québec qui datent de mars de cette année, donc 2021. Aussi, on envisage des importantes fluctuations, évidemment, parce que jusqu'à concurrence de 1 300 $ par tonne, parce que le bitume, on le sait, il va fluctuer en fonction du prix du pétrole qui, lui, fluctue aussi. Ce que ça veut dire, c'est que le manufacturier d'asphalte, pour le manufacturier d'asphalte, justement, le prix du bitume, c'est un point tournant pour son budget. Puis donc, il y a tout avantage à choisir un fournisseur d'alternatives qui est moins coûteuse, comme dans le cas de notre projet,
même s'ils s'en procurent une très petite quantité. Prochaine slide. Ah non, pardon, Voilà, merci. Maintenant, est-ce qu'on peut s'assurer une profitabilité pour les producteurs d'additifs recyclés? Évidemment, avec un scénario tel que je vous l'ai présenté, avec un prix de vente qui s'approche à 5 du prix de production, on arrive à un scénario qui est statu quo. On rentre dans notre argent, oui, mais à profitabilité qui est nulle. Donc, ça n'empêche pas, ça nous empêche pas que même si difficilement profitable à ce prix de vente-là, on apporte quand même des avantages. Au niveau social, on va créer des emplois, une centaine d'emplois bien rémunérés dans toute la province. Puis évidemment, on limite la quantité de déchets qui est destinée à l'enfouissement, qui est le mandat premier de la mise en contexte de notre semaine. Mais pour avoir un scénario qui est profitable, on peut soit optimiser la chaîne de valeur et ou augmenter le prix de vente, soit en deçà de celui du bitume traditionnel qui, oui, va très fort probablement fluctuer à la hausse si la tendance se maintient, ou on peut l'augmenter au-dessus du prix du bitume traditionnel et en s'appuyant sur des résultats de caractérisation, comme mes collègues vous l'ont présenté un peu plus tôt, avec comme argument de vente que les meilleures propriétés mécaniques, donc dans notre cas, la valeur ajoutée du mélange, pourrait permettre de vendre le mélange d'asphalte à un prix plus élevé. Oui, donc il va falloir aussi, c'est un super beau projet, mais il faut maintenir à l'esprit qu'il y a d'autres débouchés qui sont possibles parce que le temps de développement, il peut être long. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre puis combien de clients on peut arriver à avoir. Donc, une fois qu'on a produit les pellets, on peut faire de l'impression 3D, des gainages. Il y a beaucoup d'options à envisager, donc il va falloir étudier ça assez sérieusement. Il y a aussi la valorisation énergétique, là, comme on a vu au Danemark, par exemple. C'est très, très efficace. Donc, ça pourrait être étudié, surtout que le prix, dans le fond, d'un pyrolyseur, les pyrolyseurs, là, surtout en Chine, ils sont capables de les faire, comment dire, en série en très, très peu de temps. Donc là, on voit un appareil et c'est 57 000 $ par unité si on en achète quelques-uns. Et aussi, bon... ce qui est un peu dommage, c'est que le coût de la récolte et du nettoyage, il est assez élevé, donc ça fait en sorte que certaines applications, ça peut perdre son avantage concurrentiel. Donc, si on veut aller vers des applications qui ont plus de valeur ajoutée, ça va prendre plus d'étapes encore, donc ça ajoute un peu de risque. Donc, ici, il y a encore du travail à faire peut-être pour réduire le coût justement de la récolte et du nettoyage. Donc maintenant, en conclusion, on rappelle que ce sont seulement des analyses qui sont préliminaires, bien entendu. Il y a beaucoup de R&D à faire. On a mentionné aussi en début de présentation que c'est une chaîne de valeur qui est fastidieuse, donc il y a beaucoup un potentiel d'optimisation à faire à ce niveau-là, spécialement au niveau de la récolte. On le dit encore une fois, Mathieu vous l'a expliqué, c'est un enjeu qui est logistiquement très, très lourd à gérer, mais c'est aussi beaucoup de sous-enjeux et pour les agriculteurs et pour ceux qui font la récolte. Au niveau de la valorisation des autres composés, on se rappelle que nous, on prend principalement le LPDE, donc à basse densité. Les autres plastiques qui sont génériques, qui sont agricoles, il y a possibilité évidemment d'aller les valoriser et il y a plusieurs projets qui malheureusement, on n'a pas eu le temps de les regarder cette semaine, mais qui sont à penser et qui sont possibles. Il y a les eaux usées aussi qu'on peut recycler à l'interne de notre procédé, mais aussi avec des partenariats externes. Je pense notamment à des lieux de fermentation ou des milieux de culture. Bien entendu, dans tout projet, on est en 2021, acceptabilité sociale du projet, super important, que ce soit la gestion en fin de vie. Là, on est content, c'est quelque chose de très bien géré, l'asphalte, généralement en fin de vie, mais il y a aussi au niveau de la chaîne de valeur avec le transport des marchandises, la question des odeurs qui est à vérifier. Et finalement, un enjeu... qui n'est pas finalement, en fait, mon avant-dernier point, un enjeu très important, l'enjeu humain de la communication entre les acteurs qui pourrait être facilité par une plateforme ou un outil qui facilite justement la communication. Et finalement, le nombre de partenariats qu'il nous est possible de faire et d'ailleurs avec un projet qui a été possible de réaliser et notre travail cette semaine qui est justement fait
grâce à l'aide de partenariats qui ont été faits avec la MRQ. Donc, pour finir la présentation, on remercie tous nos partenaires, nos mentors et évidemment Christine et Hélène pour leur aide et leur guide dans toute cette aventure. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Et je continuerai les félicitations à vous, Ziang, Ria, Basma, Sarah, Mathieu, Patricia et Camille, qui, j'espère que vous réalisez l'ampleur du travail que vous avez accompli en seulement 5 jours. Oui, c'est bien pour le fin du partage d'écran. C'est impressionnant, franchement. Là, en tout cas, vous pouvez être fiers de la qualité et de tout ce que vous avez fait. Merci également à nos mentors qui ont accompagné, qui ont suggéré des lectures, qui ont guidé les réflexions des étudiants toute la semaine. Je vais répéter merci à Hélène puis Alexis aussi qui ont aidé lors des réunions pour l'animation, pour l'appui à la coordination. Et enfin, merci à vous tous. On était 54, tantôt on est rendu 51, c'est pas si pire, on n'a pas eu trop de pertes, mais merci à vous tous qui sont présents ce soir, qui ont réservé leur vendredi